Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Bonjour et bienvenue dans l'émission Priorité au foncier, une émission qui a pour objectif de décrypter les différentes facettes liées aux problèmes de la terre chez nous au Togo. Un rendez-vous mensuel sur votre radio et désormais ce sera chaque premier samedi du mois. Nous serons dans cette émission avec les spécialistes du foncier au Togo, des juristes et techniciens du cadastre, des techniciens de l'urbanisme et de l'habitat. Tout ce melting pot pour véritablement discuter sans tabou des problèmes réels du partage de la terre, son accès par nous les hommes et femmes et comment faire pour éviter des conflits qui souvent fait de grandes victimes dans certaines collectivités et familles des contrées du pays. Vous aurez à prendre la parole, chers auditeurs, à partir de la demi-heure pour poser des questions sur ce qui vous semble flou dans la gestion du foncier chez nous. Je rappelle que cette émission se réalise avec l'appui financier de Conrad Adenauer. Technique assurée par Roger Tellou. Bonjour à toi Tellou et merci de composer avec moi. Nous émettons en direct du studio 2e de la maison de votre radio. Bienvenue, bonjour à tous. Je rappelle le thème de cette première émission, la propriété, les types de propriété, les modes d'accès à la propriété et les procédures d'immatriculation, la protection et la reconnaissance administrative du droit de propriété. Pour décortiquer ce thème, nous sommes dans ce studio avec le directeur général de l'urbanisme et de l'habitat, M. Dake Kofi Kouma. Bonjour. Bonjour. Un représentant de la clinique d'expertise juridique et sociale CEJS, mademoiselle Aziabou Andrea. Bonjour à vous. Bonjour. Et puis deux représentants du réseau des journalistes du foncier. D'abord, Isidore Akolor. Bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Et madame Rachel Yerima. Bonjour Patrick. D'accord, donc nous allons directement, sans perdre le temps, lancer les discussions. D'abord avec M. Dake Kofi Kouma, qui est donc le directeur général de l'urbanisme et de l'habitat. Monsieur le directeur, quels sont en fait le contexte et les enjeux qui ont amené à l'adoption du nouveau code foncier et domanial au Togo, puisque nous savions depuis un moment que ce code a été révisé et donc le Togo dispose d'un nouveau code. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je voudrais bien connaître votre prénom. Patrick Blandé, c'est vrai que monsieur Patrick Blanc, Patrick D. Merci beaucoup, Patrick. Oui. Moi, je m'appelle Ben Kofi. D'accord, merci, ça fait plaisir. Bien. Vous savez que le rêve le plus cher de tout Togolais, c'est un jour de vivre dans sa maison. Mais force est de constater qu'entre le rêve et la réalité, il y a tout un tas de parcours à faire. Tout à fait. Notamment acquérir le terrain, essayer de faire un prêt immobilier, construire à Pétoukou sa maison et au finish, si vous ne savez pas faire, c'est devant les tribunaux que vous allez vous retrouver parce que quelqu'un aurait déjà acheté ce terrain, etc., etc. Face à ce petit problème-là, ce n'est pas des petits problèmes, mais de gros problèmes en fait. Sinon, économiser toute sa vie et se voir spolier ou bien jeter dehors, c'est tout un problème, un gros problème. Alors l'autorité a réfléchi et a dit, bon, mais il faut qu'elle puisse alléger la souffrance ou bien le problème à ses citoyens. C'est pour cela qu'elle a initié la conception, l'élaboration de ce code foncier et domanial qui désormais donc va pouvoir régler les problèmes fonciers qui minent donc la situation immobilière au Togo. Qu'est-ce qu'une propriété? Dites-nous, qu'est-ce qu'une propriété? Quels sont les types de propriétés au Togo? Mais la propriété, hein, tout le monde, dans une mesure ou d'autre, a rêvé un jour d'être propriétaire. Mais le sens de du mot propriétaire, le sens juridique du mot propriétaire est très connu. Selon le Code civil, la propriété, c'est le droit. La propriété, c'est un droit. Le droit de jouir exclusivement d'une chose, c'est-à-dire vous jouissez pour vous, exclusivement d'une chose, de la manière la plus absolue, parce que c'est un droit total et souverain.
mais seulement face aux abus que peuvent commettre les gens avec ce grand pouvoir, la loi tout fait d'en faire un droit limité. C'est-à-dire, pourvu que vous n'en fassiez un usage prohibé par les lois et les règlements. Donc, pour me résumer, le droit de propriété ou la propriété, c'est le droit de jouir d'une chose de façon exclusive, de la manière la plus absolue, pourvu que vous n'en fassiez pas un usage prohibé par les lois et les règlements. Dans ce contexte du foncier, c'est quoi la propriété? Pour celui-là qui veut avoir une explication terre à terre, hein, si vous voulez. La propriété, c'est très simple. La propriété d'une chose en matière foncière, c'est de l'immobilier. L'immobilier, il y a plusieurs types de biens dont peut se targuer l'être humain d'être propriétaire. Il y a les biens qui sont meubles, c'est-à-dire ceux qui sont susceptibles d'être déplacés. Et il y a des biens immeubles qui sont caractérisés par leurs critères de fixité, c'est-à-dire on ne peut pas les déplacer. Donc le foncier et surtout la terre fait partie des biens que nous appelons immeubles. Alors pour pouvoir prouver l'accession, vous voyez, on dit souvent l'accessoire s'unit au principal. Vous avez par exemple votre maison, votre propriété, vous l'avez clôturée et votre voisin a planté un manguier dont la branche pend sur votre maison, au-delà du mur, au-dessus du mur. Et malheureusement pour le propriétaire du manguier, les mangues les plus juteuses et les plus grosses se retrouvent dans votre maison automatiquement. Dans la maison du voisin, voilà. Ça devient pour vous pas accession, parce que c'est la propriété du déchu de votre terrain. On appelle ça accession. Et vous pouvez aussi construire sur un terrain d'autrui. Vous savez pertinemment que ce terrain ne vous appartient pas et vous avez construit quand même là-dessus. Par voie d'accession, le vrai propriétaire peut devenir propriétaire de l'immeuble, du bâtiment que tu as construit là-dessus. Ça se passe. Ça se passe. Donc le code foncier et domanial a statué bien sur ces aspects-là. Voilà en quelque sorte les modes les plus courants d'accès à la propriété que nous pouvons donc rencontrer ici. Ok. Je rappelle qu'à partir de 10h30, les auditeurs peuvent rentrer en ligne pour poser des questions d'éclaircissement à travers les numéros 96 30 66 66, le 92 77 66 66. Je rappelle que nous sommes avec 4 personnes et ressources dans cette émission. Il s'agit de mademoiselle Aziabou Andrea, monsieur Isidore Akolor, madame Rachel Yerima et bien sûr le directeur général de l'urbanisme et de l'habitat, monsieur Dake Kofi Kouma. Je vais poser une question à laquelle beaucoup d'auditeurs peuvent s'attendre, puisque notre bande-annonce l'a spécifié. Alors, les femmes togolaises arrivent-elles à facilement accéder à la terre? Cette question va à mademoiselle Aziabou Andrea, qui est donc de la clinique d'expertise juridique et sociale. Madame, est-ce que les femmes togolaises arrivent-elles à facilement accéder à la terre? Déjà, bonjour Patrick, bonjour à tout le monde. Merci pour l'invitation et merci pour la parole également. Merci beaucoup. Alors, avant de répondre à cette question, permettez-moi de définir ce que l'on entend par droit d'accès à la terre. Le droit d'accès à la terre, c'est tout procédé devant permettre à un individu de devenir propriétaire de la terre, tout en ayant les 3 attributs du droit de propriété, que sont l'usus, l'abusus et le fructus. Il faut constater qu'au Togo... En français facile. En français facile, l'usus, c'est le droit d'usage, la capacité d'user du bien. Le fructus, c'est le droit de jouissance, de profiter du bien, des fruits du bien. Oui. Et l'abusus, c'est la capacité d'aliéner le bien, c'est-à-dire la capacité de vendre, de disposer, de donner, voilà, le bien. Mais on se rend compte qu'en fait, au Togo, généralement, la femme ne jouit pas de ce droit d'accès à la terre dans son entièreté. Justement pourquoi? Parce qu'en fait, c'est à cause des pratiques culturelles et coutumières selon lesquelles les femmes n'ont pas le droit d'hériter à la terre, parce que lorsqu'elles iront se marier, la terre qu'elles ont héritée devra sortir du patrimoine de la famille paternelle pour entrer dans le domaine, dans le patrimoine de la famille de son mari. Tout à fait. Du coup, coutumièrement, on a l'impression que
une femme qui possède une terre qui hérite d'un bien, d'un terrain, c'est du gâchis en fait, parce que c'est une forme de spoliation de le bien l'héritage ne reste pas familial. dans sa famille. Voilà, le bien ne reste pas dans la famille paternelle de la femme, mais ça sort de cette famille pour la famille du mari, notamment les enfants issus de l'union entre la femme et le l'homme. monsieur. Voilà. Alors, Donc voilà, au Togo, on peut dire que la femme ne jouit pas entièrement, voilà, de ce droit d'accès à la terre. Elle peut jouir de l'usus et du fructus, mais l'abusus, généralement, ça reste complexe. Même si aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des femmes qui ont la capacité d'acheter elles-mêmes leur propre terrain. Ce n'est même pas évident, hein, dans certains milieux. Non. Alors, Dans certains milieux, peut-être, mais aujourd'hui, il y a des femmes qui sont beaucoup, propriétaires. bien Il y a des femmes qui à sont l'auberge d'un propriétaires. appel. Dans certains milieux, tu es obligé d'être accompagné par ton Par un fils. homme. Voilà. Ah ouais, on veut aller dans les tréfonds. Non, écoutez, si vous le permettez, vous avez fini. Monsieur le directeur, bien sûr. Non, mais moi, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce qu'aujourd'hui, les femmes sont tellement battantes que moi, j'ai vu passer beaucoup de plans parcellaires et puis des titres fonciers. Tout à fait. Les femmes en ont plein. Ce n'est que quand elles veulent jouir d'un droit de propriété par voie successorale qu'elles ont des problèmes. De façon coutumière, c'est ça. Mais avec les autres voies d'accès à la propriété, elles sont très fortes là-dedans. Nous avons deux femmes ici, certainement. Oui, Elles peuvent économiser pendant des millions d'années pour acheter ça. Oui, mais même là, même par voie de vente, en fait, il y a souvent quelques problèmes, en fait, parce que on va se dire, est-ce que tu as eu l'autorisation de ton mari avant de venir acheter ce terrain? Dans certains milieux, Dans certains milieux, oui, on a l'impression que la femme n'est pas un être humain à part entière pour acquérir le terrain. Alors justement, est-ce que le nouveau code foncier a pris en charge tous ces aspects? Bien sûr, je crois en son article 8 ou 18, le code foncier dit clairement que l'État et les collectivités territoriales veillent à ce que l'homme et la femme soient égaux face au foncier. Monsieur le directeur, alors, Isidore Akolor tout à l'heure disait quelque chose. Dans mon village, très loin donc de Lomé, ma cousine qui a 50 ans et qui a vu son papa entre-temps passer de l'autre côté, est-ce que aujourd'hui, à partir de cette émission, demain, elle peut s'ériger un terrain de papa? Oui, mais à condition qu'elle porte le problème à la connaissance de ceux qui peuvent l'aider. Parce que généralement, on dit, mon peu de péri, faute de connaissance, bien par ignorance. La plupart de ces gens qui ont des problèmes d'avoir accès à l'héritage, qui leur est dû normalement, ne connaissent pas tellement les procédures. C'est pour cela d'ailleurs qu'ils se font aider par des connaisseurs, notamment les notaires, la plupart des juristes et des techniciens savent quelles sont les procédures, les voies par lesquelles ils doivent passer pour acquérir tranquillement la propriété par voie successorale. Est-ce que vous voyez? Mais quand vous vous lancez dedans comme si vous tentez l'aventure, vous allez vous fourvoyer. Voilà, c'est ça. Donc, avec la vulgarisation des procédures d'accès à la terre, je crois qu'aujourd'hui, toute personne et tout citoyen togolais, en vertu des dispositions de ce code, tout citoyen, j'ai dit, tout à fait. en vertu des dispositions de ce code foncier domanial, pourrait tranquillement jouir de son bien. Voilà pourquoi même l'autorité l'a initié. Réviser toutes les procédures pour qu'il y ait égalité entre l'homme et l'affaire en matière successorale. Dans certaines familles, le papa, on peut le dire ainsi, je veux parler terre à terre pour que les auditeurs puissent nous comprendre. Dans certaines familles, le papa de la famille meurt sans rien laisser comme note. Mais il a plein de terres avec beaucoup de garçons et de filles. Comment ça se passe en ce moment là-bas? Oui, ben écoutez, il faut d'abord ouvrir la succession, c'est-à-dire quand la personne meurt, vous devez ouvrir la succession, c'est-à-dire faire connaître au public ce décès, avoir un certificat de décès. En ce moment-là, un spécialiste, si vous voulez, peut vous enjoindre de rassembler tous ceux qui sont susceptibles
de compétir en matière d'héritage dans la succession de ce défunt-là. Et tous ceux qui seront présents seront inscrits. Et on verra maintenant dans l'ordre dans lequel se classent tous ces prétendants à la succession. Il y a d'autres qui sont éloignés, alors qu'il y a d'autres qui sont des héritiers directs, ce sont des enfants. Et parmi ces héritiers directs, il y aura des femmes forcément, et des garçons et des hommes. Et les deux compétissent à égalité. Donc, le premier problème, c'est d'ouvrir la succession. Si vous ne signalez pas que il y a un décès et que nous voulons compétir, bien les biens restent. Vous allez voir que les juges peuvent ordonner l'inventaire des biens immobiliers de ces gens-là, du défunt, afin qu'on puisse faire le partage. Les biens immobiliers comme mobiliers, les deux sont rassemblés. Ceux qui sont partageables directement, c'est-à-dire si c'est meuble, on peut partager, mais si c'est immeuble, on peut vendre et partager si la succession est tellement nombreuse. Est-ce que vous voyez? Nous reviendrons là-dessus, parce qu'il y a voilà, nous reviendrons spécialement là-dessus. Bon, on est en train de planter le décor pour que les uns et les autres puissent nous suivre et puis chercher à poser des questions. Dans 8 minutes, les auditeurs peuvent appeler le 96 30 66 66 ou le 92 77 66 66 pour plus d'éclaircissement. Alors, quels sont les obstacles à la jouissance du droit d'accès à la femme au foncier? Puisque nous en parlions, Madame Rachel Yerima, vous pouvez nous citer les obstacles à la jouissance du droit d'accès de la femme au foncier au Togo? Alors, je dis bonjour aux auditeurs d'abord et à tous nos invités. Je vais au prime abord revenir sur l'objectif principal de l'initiation de cette émission. D'accord. Oui, en fait, nous avons eu le besoin d'atteindre l'objectif fin zéro. C'est ce qui nous a plus motivé, le réseau des journalistes des fonciers, avec le soutien financier de la Konrad Adenauer Stiftung, qui a à cœur ce désir de pouvoir parvenir à l'autosuffisance alimentaire à travers l'agriculture et surtout la femme. Alors, pourquoi la femme? Parce que nous savons tous qu'aujourd'hui, si la femme a le potentiel, toute la famille quand même arrive à manger et les enfants arrivent à être éduqués. Mais toutefois, nous avons en fait constaté dans les milieux les plus reculés, je dis les milieux les plus reculés parce qu'en ville, au moins, les femmes ont la connaissance de leurs droits et arrivent au moins à réclamer. Toutefois, dans les milieux reculés, ce qui se passe, c'est que les femmes, par contingence liée à la tradition, à la religion, à la coutume, ont plus peur et n'arrivent pas à accéder à la terre, à leur droit à la terre. Ce qui fait que la famine persiste et les hommes prennent le dessus. Donc nous avons initié ces émissions pour pouvoir sensibiliser les personnes, informer les populations, surtout les hommes, sur le bien fondé d'octroyer à la femme ce droit-là, son droit à la terre, pour qu'elle puisse parvenir à alimenter la famille et contribuer à rehausser l'économie familiale et partant de là l'économie de tout le pays, si je peux dire. Bien sûr. Et donc, effectivement, le nouveau code foncier et domanial a eu des effets positifs de ce que les hommes comprennent de jour en jour, que les femmes et les hommes sont à égalité en ce qui concerne le partage de l'héritage parental. Et donc, actuellement, il y a toujours des récalcitrants et aussi des femmes qui ont peur de réclamer parce qu'ils ont besoin des hommes à leur côté. Et donc, du côté, si nous allons dans les milieux reculés, par exemple, les femmes n'arrivent pas à réclamer parce qu'ils ont peur. Et donc, cette initiative va aussi à ce côté et permet aux gens de pouvoir petit à petit
se rassurer que l'accès de la femme à la terre ne leur retire pas des points de liberté ou des droits, mais en fait, ça concourt à arranger ou aménager de façon positive le vécu de la maison en fait. Merci pour ces éclaircissements. Même, je reviens sur ma question. Oui, oui. Les différents obstacles. Bon, alors, je vais la colère puisque vous êtes du réseau. Oui, au fait, on a recensé grosso modo 4 obstacles. Quatre grands obstacles. 4 grands obstacles. La considération des pratiques coutumières qui font que on vient de le développer en matière de droit successoral dans le domaine foncier. Traditionnellement, les pratiques coutumières font que les femmes n'héritent pas de la terre. Et on vient de le développer. Et il y a aussi des pesanteurs socioculturels. Dans la pratique, l'homme reste le chef de famille. Et avec tous les droits y afférents, y compris même les terres. C'est-à-dire tout ce qui peut être source de revenus, comme c'est lui le chef de famille, il s'en accapare. Mais non, le code aujourd'hui, le code des familles et des personnes de la famille. L'homme n'est plus le seul chef de famille. La femme peut être aussi chef de famille, chef de la famille. Donc, il y a des avancées, mais qui, dans nos pratiques, n'arrivent pas à prendre corps. Donc, c'est ça, les pesanteurs socioculturels que nous avons jusqu'à présent. Il y a aussi l'analphabétisme. Le fort taux d'analphabétisme des femmes les pousse à ne pas aller vers les juridictions pour pouvoir réclamer leurs droits, surtout la justice. Et ça fait remarquer surtout dans les milieux les plus reculés. Et ceux qui s'y aventurent, parfois sont marginalisés et se retrouvent dans la rue ou seuls. Donc, quatrième position, en dehors de la peur, il y a la pauvreté et le coût des procédures. C'est là que nous Justement, je crois qu'on va en parler. Hein. Oui, oui. Une dame qui veut faire recours à des structures d'accompagnement. Est-ce qu'il y en a au Togo? Quelles sont ces structures d'accompagnement des femmes brimées dans leur droit d'accès à la terre? On peut poser la question à mademoiselle Aziabou, Andrea. Est-ce qu'il y a des structures d'accompagnement? Et si ces structures existent, est-ce que toutes les femmes, même les plus pauvres, peuvent y avoir accès? Effectivement, parce que il faut déjà dire qu'il existe certaines structures au niveau national qui soutiennent en fait les femmes qui se sentent brimées dans leur droit d'accès au foncier. Il y a notamment la Konrad Adenauer déjà. Et au niveau de la CEJUS également, nous avons un centre d'écoute pour les femmes victimes du foncier. Donc à ce niveau-là, le travail que nous faisons, c'est déjà de recevoir ces femmes-là, de les écouter, ensuite de leur apporter de l'assistance juridique et judiciaire. Mais cela à titre gratuit en fait. Du coup, si une femme se sent, qu'elle vienne de la zone rurale ou urbaine, si elle se sent brimée dans ses droits d'accès au foncier, elle peut facilement s'approcher de la CEJUS et après l'avoir écoutée, nous allons lancer les procédures à nos frais, effectivement, afin qu'elle puisse rentrer en jouissance de ses droits. Mais je tenais également à féliciter l'initiative du réseau des journalistes du foncier pour leurs différentes initiatives en la matière, parce qu'il est important aujourd'hui d'accorder le droit successoral du foncier à la femme, en fait. Parce que, comme l'a dit Madame Rachel, c'est la femme, en fait, qui survient aux besoins de la famille. Il est vrai que l'homme reste chef de famille, mais c'est généralement la femme qui va au marché, qui va au champ, qui fait ceci, et qui rapporte l'argent à la maison pour nourrir la famille. Voilà un peu ce que je peux dire à cette histoire. Alors, je reviens encore... Il y a aussi d'autres structures comme la maison des justices. Oui, il y a les maisons de justice qui sont toujours dans pratiquement toutes les préfectures. Mais nous en voudrons de ne pas partager cette expérience que nous avons eue. Monsieur le président Lacolore, il est 10h30 minutes. Nous allons revenir juste le temps de permettre à certains de nos annonceurs de passer à l'antenne. Au studio deuxième de la maison de votre radio avec des personnes ressources ici pour parler du foncier au Togo. Il s'agit du directeur général de l'urbanisme et de l'habitat, M. Dake Kofi Kouma.
de mademoiselle Aziabou Andrea, représentante de la clinique d'expertise juridique et sociale, de madame Rachel Yerima, du réseau des journalistes du foncier, et de Isidore Lacolore, également membre du réseau des journalistes du foncier. Alors, nous étions en train de parler, avant donc de marquer la pause, nous parlions des structures d'accompagnement des femmes brimées dans leur droit d'accès à la terre, et la parole était donnée à mademoiselle Aziabou Andrea, qui dit que Conrad Adenauer accompagne beaucoup de femmes dans ce sens. Et Isidore Lacolore, vous parliez aussi des maisons donc, de justice, qu'on peut retrouver dans pratiquement toutes les préfectures du Togo. C'est des parajuristes qui accompagnent les femmes qui sont privées dans leurs droits. Mais je voulais partager cette expérience que nous avons vécue quand nous étions nord du Togo. Généralement, on dit que les femmes n'ont pas droit à la terre. Mais la curiosité, c'est le fait que dans la région de Niamtougou, en allant vers l'est, vers le Bénin, c'est plutôt la femme qui hérite de la terre. Et c'est les hommes qui se plaignent dans ces milieux-là. Ah mais est-ce qu'il s'agit d'une réalité coutumière ou... Une réalité plus coutumière. J'oublie un peu seulement la localité. La localité, mais nous y reviendrons. Et Rachel là pour en témoigner. Et c'est ça, plus c'est notre priorité. Un jour, on ira là-bas même pour faire des reportages en bonne et due forme pour que les gens sachent que bon. Et il y a aussi des exceptions. Ils avaient un aïeux très bon. Peut-être. Ouais. je vois Madame Zabou s'écarquiller les yeux, comme si c'était du nouveau pour elle. Ah, bien sûr. Oui, voilà, il y a certaines réalités aussi. C'était l'exception que nous avons remarquée et il faut qu'on puisse le dire aussi. D'accord. Alors, nous allons revenir vers le directeur de l'urbanisme pour parler des procédures d'immatriculation d'un terrain urbain, périurbain et rural. Monsieur le directeur, est-ce que vous pouvez nous parler des procédures aujourd'hui en matière de... Quel numéro les gens peuvent nous dire? Ah oui, je rappelle, hein, puisque vous voulez, je rappelle que les auditeurs peuvent nous appeler sur deux numéros. Le numéro MOVE 96 30 66 66. Le numéro Togocel, pardon, le 92 77 66 66. Ils peuvent déjà, s'ils veulent, lancer les appels. Nous sommes disponibles pour les recevoir. Mais en attendant, la question va à monsieur le directeur général donc, de l'urbanisme. Est-ce que vous pouvez donc nous rappeler les procédures d'immatriculation d'un terrain, d'abord urbain, périurbain et rural? Avant même peut-être d'en parler, c'est quoi un terrain urbain, c'est quoi un terrain périurbain et c'est quoi un terrain rural? Ça c'est technique. Ok, c'est parfait. Le terrain urbain, ça s'entend, hein, le terrain qui se trouve dans la ville. Tout à fait. C'est urbain. Oui. Périurbain, c'est à la périphérie de la ville. Et rural, c'est hors de la ville. Plus concrètement, si si nous prenons Thévier, Lomé et puis peut-être Nanterre, un terrain acquis à Goya, il est urbain. Il est urbain, puisque c'est le centre urbain de Lomé. Voilà, quel terrain peut être périurbain? Eh bien, quand vous allez à Diti-Kopé, il est c'est périurbain parce que c'est hors du schéma directeur qui court. Donc, c'est le schéma directeur, c'est-à-dire les documents qui ont planifié l'occupation du sol. Si ces documents existent et sont approuvés, eh bien, tout le territoire qui se trouve donc géré par ce document est un territoire urbain. Et lorsque ça sort de cela, à la lisière de ce périmètre-là, urbain-là, tous les terrains, toutes les terres qui se trouvent là-bas sont périurbaines. Oui. Et maintenant, quand vous vous en éloignez dans les contrées villageoises ou bien dans la campagne, dans les milieux agricoles, ces terres sont rurales. Mais que ce soit un terrain urbain, périurbain ou rural, les procédures d'immatriculation sont les mêmes. Eh bien, la procédure d'immatriculation, je rappelle que c'est l'ensemble des formalités qui, en tendant à la création d'un titre foncier, a pour objet de soumettre un immeuble au régime des livres fonciers. C'est l'article 213 de notre code foncier de manière qui le dit. Alors, comment est-ce que ça se fait? C'est l'article 220 qui le dit. Tout requérant d'immatriculation doit remettre au conservateur de la propriété foncière qui lui en donne récépissé
une déclaration établie en langue française signée de lui ou d'un mandataire spécial et contenant 1. Son nom, prénom, qualité, domicile et son état civil. 2. Une élection de domicile dans une localité du Togo où se trouve situé le plan. Vous devez joindre le plan. Ensuite, l'estimation de la valeur locative ou du revenu dont il est susceptible. C'est-à-dire, une fois que vous donnez le plan, vous remplissez la fiche de réquisition d'immatriculation. On va l'évaluer. Ce terrain-là, ça peut coûter combien? Et si vous voulez louer ce terrain ou bien vous voulez l'exploiter, combien vous en tirerez à la fin de chaque année d'exercice? Ça, c'est une évaluation de la rentabilité de ce terrain. Donc, nous appelons ça une valeur locative ou bien un revenu susceptible d'être tiré donc, de l'exploitation de ces terres. En 5e position, on estime sa valeur vénale avec rappel des prix de vente dont il a été logé dans les 10 dernières années ou de la dernière seulement si cette vente remonte à plus de 10 ans. Vous savez, le terrain prend de la valeur au fur et à mesure que le temps évolue. Tout à fait. Alors, on essaie d'évaluer, de voir combien ça a coûté à travers le temps pendant 10 ans pour qu'on puisse avoir une idée du prix de revient ou bien du prix d'achat ou de la valeur vénale, le prix de vente réel de ce terrain-là à travers le temps. Ce n'est pas le prix auquel vous avez acheté le reçu de vente. Non, pas du tout. Vous pouvez acheter ça à 1 franc en 1920, mais en 2021, ce terrain qui a coûté 1 franc ne coûtera plus 1 franc. On réajuste la valeur, puisque le produit ou bien le bien est vendu à un moment donné. Il se peut. Dans sa valeur actuelle. Il se peut que le terrain périurbain, après 10 ans, devienne un terrain urbain. urbain. Voilà, donc il y a donc de la plus-value qui est ajoutée, donc il faudrait réviser encore ce prix, actualiser le prix. Une fois que cela est fait, en 6e position, le détail des droits réels et des baux de plus de 3 années afférents à l'immeuble avec mention de nom, prénom et domicile des ayants droit et les cas échéants à ceux qui ont surrogé du tuteur. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez un terrain, il n'est pas dit que c'est vous le propriétaire, même qu'il l'exploite obligatoirement. Non. Vous pouvez concéder des droits des tierces. C'est comme ça que quelqu'un peut avoir planté du maïs quelque part, alors qu'à côté, quelqu'un est en train de faire de l'élevage, quelqu'un fait de l'irrigation. Tous ces gens-là bénéficient de droits réels sur ce terrain. Donc il faut rechercher tous ces gens, puisqu'ils ont mis de l'argent. Ce que vous voyez. Donc en estimant tout ça là, ça permet quand même de savoir ce qu'on a tiré de l'exploitation de ce terrain et qui sont les bénéficiaires de ça. Puisqu'il y aura des impôts plus tard, qui va les payer? Il faudrait connaître donc tous les titulaires de droits réels. Ensuite, dernière position, la réquisition au conservateur de la propriété foncière de procéder à l'immatriculation de l'immeuble. Donc, il y a un papier qu'on va vous donner et vous remplissez. Après avoir fourni ces indications, vous requérez le conservateur de la propriété foncière d'immatriculer ce terrain. Voilà. Et lorsque vous envoyez ça, il y a quelqu'un qui va traduire la réquisition dans l'idiome que vous parlez, dans la langue que vous parlez, pour que vous puissiez comprendre ce qu'on demande de vous. Une fois que vous déclarez que vous avez compris, eh bien, on lance la procédure. Il y aura donc insertion de votre demande dans le journal officiel. Après l'insertion dans le journal officiel, eh bien, on fait les affichages au niveau des tribunaux. Puis, lorsque le délai, c'est 45 jours, l'affichage, après on envoie ça dans le milieu où l'immeuble se trouve, notamment la mairie, à la préfecture, et même le code dit que le chef du canton doit afficher ça à la porte de son palais et diffuser ça partout où besoin sera, parce que un immeuble immatriculé, c'est définitif. C'est pour cela que on doit faire une publicité accrue de cela, pour que si quelqu'un a quelque chose à dire contre cette immatriculation, qu'il puisse se prononcer, pour qu'on ne commette pas de gaffes, parce qu'une fois que c'est fait, c'est fait. Voilà, en quelque sorte, rassembler
les différentes étapes de la procédure d'immatriculation. Une fois que c'est fait, on lance la procédure. Les géomètres de l'État vont vérifier ce que vous avez produit sur le plan, si c'est vrai. Si votre terrain, vous dites que vous avez 10 hectares, il faut que nous allions vérifier aussi si c'est réellement 10 hectares. Et que vous avez comme limitrophe au nord Kofi, nous vérifierons si c'est réellement Kofi. Parce qu'après, il peut y avoir des problèmes. Il se peut que la longueur d'une limite ou bien d'un tronçon, vous ayez dit que ça a telle longueur, alors que sur le terrain, ça peut ne pas être ça. Ça peut porter aussi des préjudices. C'est pour ça que l'État envoie lui-même ses propres géomètres pour contrôler ce que vous avez dit. Et quand on vous dit de décrire votre immeuble à partir d'un plan parcellaire, etc., on va vérifier si le plan parcellaire là est en adéquation avec ce qui se trouve sur le terrain. Et selon les enquêtes qui pourront permettre de révéler ou de vérifier ce que vous avez dit par rapport à la description de celle. Si cela est correct, un procès verbal donc est signé entre tous ceux qui ont participé à cette opération et on vient vous refaire un titre foncier en bonne et due forme. Voilà. Alors, merci beaucoup pour ces explications. Mais je vais poser une question de curiosité. Dans certaines contrées, des conflits naissent parce que justement, puisque je reviens sur le prix acquis dès le début, et après peut-être 5-10 ans, que des ayants droit réclament, je vous dis ça très simplement, j'acquis un terrain auprès de Isidore en 2015 à 5 millions. Alors, en 2021, les enfants donc, de M. Isidore Akolor viennent me voir pour dire nous ne sommes pas d'accord parce que papa, en le vendant, n'avait pas notre avis et il n'allait pas vous vendre ça à 5 millions parce qu'à l'époque, on pouvait acheter le terrain à 10 millions. Alors, nous ne sommes pas d'accord et puis bon, ils vous lancent donc, ils vous amènent à des conflits au niveau donc du cadastre et tout ça. Comment ça doit se gérer en fait? Mais non, ça s'est même passé à ici. Non, c'est plein. À Goué, j'ai vécu des trucs comme ça. Bon, comment vous gérez ça, vous? On peut gérer ça. Non, elle a dit tout de suite, en tentant de définir le droit de propriété par ses attributs, en parlant donc de ce droit qui a 3 attributs, le droit d'usage, le droit de jouissance et le droit de disposition. C'est le propriétaire de la chose qui dispose toujours du droit de disposition. Ceux qui jouissent du droit d'usage ou bien de jouissance peuvent ne pas être le nu propriétaire, c'est-à-dire celui-là même qui est le propriétaire vrai. Sauf en cas de contrainte, quelqu'un qui n'est pas propriétaire peut disposer d'un bien. D'ailleurs, on dirait que c'est une usurpation de droit, c'est un vol. Le papa qui a acquis son bien et au nom de qui le bien là est inscrit, ne peut avoir que le droit de disposition. Ne peut que jouir de ce droit de disposition. Il sera le seul à jouir de ce droit de disposition. Les enfants ne jouiront peut-être que du droit d'usage et du droit de jouissance. Alors, celui qui dispose du droit de disposition ne peut pas être contesté par qui que ce soit. Les enfants qui disent « mon papa a vendu 5 millions de francs, moi je ne suis pas d'accord », est-ce que c'est lui qui a le droit de disposition? Celui qui conteste. Seul celui qui a le droit de disposition peut aliéner un bien. Et c'est le papa. C'est un abus, c'est du tort que les enfants font aux gens en les traînant devant les tribunaux pour dire que non. Un auditeur en ligne. Alors, excusez-nous, monsieur le directeur général de l'urbanisme. Ah, il est parti. C'est pas grave. Alors, l'auditeur peut nous rappeler, hein, je rappelle les 2 numéros, le 96 30 66 66 ou le 92 77 66 66. Nous étions donc... Le problème se pose avec acuité. Et même dans les villes, à Lomé ici, ça s'est posé.
les gens, je ne voulais pas parler, pour ne pas citer, des cas de... Moi, je dis c'est une méconnaissance des règles. Mais les gens étaient obligés de payer et les juridictions aussi ont condamné des gens. Non, donc dans ce cas, le problème, le vrai problème, ce n'est pas ça. Il y a peut-être des problèmes sous-jacents que vous n'avez pas donc perçus. Mais quelqu'un qui... Supposons que c'est un bien meuble. Mon papa vend un véhicule en 2005 à 2 millions. Et moi, je l'acquiers, je l'emporte. En 2010, vous allez me dire plus tard, mon papa a vendu ce véhicule-là trop moins cher, il faudra que je repaye. C'est bien consenti, vous avez déjà terminé ça. C'est parce que c'est un bien immeuble qu'ils font ça. Et je dis que c'est un abus. Seul celui qui dispose du droit de disposition peut aliéner un bien. Et a priori, et jusqu'à preuve de contraire, les enfants ne disposent pas d'un droit de disposition sur les biens de leur papa. Non. Voilà pourquoi d'ailleurs c'est lui qui procède donc lorsqu'il y a un testament. C'est lui qui procède donc à la répartition de ses biens. Tout à fait. Ailleurs, le papa n'y est plus. Le papa est décédé. Alors, les enfants, fouillant peut-être les dossiers de papa défunt, retrouvent un reçu avec, sur lequel c'est inscrit 500 000 francs, alors que 3 ans après, ce terrain coûte pratiquement 13 millions. Lorsqu'il voit ce reçu, mais il s'enflamme et non, moi je vais vous donner un exemple tout de suite. Il fut un temps avant le contournement qui quitte à Guassié jusqu'à Woutir à Mouépé. Avant, les terrains ne coûtaient pas grand-chose. Bien sûr. Il a fallu faire passer cela. Allez-y aujourd'hui. Dans Barakondi. Voilà, je vous dis que le terrain coûte les yeux de la terre. Est-ce qu'un enfant va sortir pour dire mon papa a vendu ça moins cher, donc je vais réclamer. Et si l'infrastructure ne passait pas? Normalement, l'État doit prendre aussi. Ça ne compte pas parce que c'est lui qui investit. Tout à fait. Est-ce que vous voyez? Donc je répète toujours que c'est un abus que les enfants. D'ailleurs, le code a statué là-dessus. On va en arriver. Oui. Lorsque... Je suis totalement d'accord avec ce que dit le directeur général de l'urbanisme et de l'habitat. En fait, c'est un véritable abus de droit. Oui, on va prendre. Un appel. Allô? Ah, mais il est reparti. Je crois qu'il y a un petit problème sur la ligne. Bon, c'est pas tellement grave. Au cours de l'émission prochaine, nous aurons sûrement la chance que de faire? recevoir. Est-ce qu'il y a voie de recours pour ceux qui sont ainsi abusés? Oui, il y a de voies de recours déjà pour ceux qui estiment en fait qu'ils ont suivi la procédure d'achat, de vente, d'achat du terrain et qui possèdent tous les documents nécessaires. Ils peuvent saisir... L'auditeur revient. Allô, auditeur? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Présentez-vous, s'il vous plaît. Vous êtes monsieur? C'est Tonton Lajoie. Tonton Lajoie, d'accord. Alors, posez votre question. Je suis très intéressé, ça m'a beaucoup touché. Donc, je ne sais pas si ça peut passer au retour. Et supposons, je me demande un peu si, comme on parle de terrain plus de 10 ans, et quelqu'un va venir par le fait que le terrain que, comme on parle acheté, maintenant le ciment coûte et on va augmenter le prix. Est-ce que c'est normal? Alors, la question, elle est pertinente. Je crois que c'est dans ce sens que le directeur général de l'urbanisme était en train de faire un développement. Il va vous répondre. Est-ce que vous avez une autre question? Et le président qui est beaucoup, il ne dit rien et on m'a dit qu'on est tout haut. Donc, ça fait partenaire. Vous regrettez, tout à fait. On ne dit rien. Il y a des procédures. On va vous répondre tout à l'heure. Merci beaucoup, tonton Lajoie, et à très bientôt. Oui, alors, monsieur le directeur, il pose une question aussi pertinente. Il est dans le même schéma que vous. Alors, on achète un terrain 10 ans après, on dit que le ciment a augmenté. Tout ça, pourquoi est-ce que quelqu'un peut venir, dire par exemple que 10 ans après, le terrain devrait coûter plus cher et donc la personne devait augmenter le contrat? Non, on l'a dit tout à l'heure que c'est un abus, hein, c'est un abus. Et ça, vous devez poursuivre ce monsieur pour trouble de jouissance nuisible dans son bien. Parce que
la possibilité à laisser à tout propriétaire, ou bien même des détenteurs. Si vous êtes même simple détenteur, lorsque quelqu'un vous trouble dans la jouissance de votre bien, vous avez le droit de la traire devant les tribunaux pour trouble de jouissance. Et il sera puni par Je la crois loi. que madame était en train d'expliquer. Oui, j'étais justement en train d'aller dans ce sens en disant que si vous vous sentez lésé, quelqu'un vient réclamer des choses qui n'existent pas, vous pouvez rapidement l'assigner en justice en fait et il sera puni et vous rentrerez en pleine possession de votre Tout à fait. Alors l'auditeur parlait, il doigtait du doigt le chef de l'État qui ne dit rien. En vérité, le chef de l'État n'a pas le droit de mettre... Il y a des dispositions, et justement, il y a le nouveau code. Donc, d'ailleurs, c'est lui qui l'a initié, c'est ce que lui ne sait pas. il ne sait pas ça. Voilà. Alors donc, dans ce sens, puisque nous y sommes, le plan parcellaire, communément appelé 3 tampons. On en parle partout, parce que quand on acquiert un terrain, il faut rapidement aller faire 3 tampons et on peut venir dormir tranquille. Alors, est-ce que le plan parcellaire, communément appelé 3 tampons, confère-t-il un droit de propriété à son détenteur aujourd'hui? Oui, mais aujourd'hui, les 3 tampons est rentré dans les oubliettes. Hein. C'est déjà devenu Mathusalem. Il faut le rappeler, C'est déjà devenu Mathusalem parce que 3 tampons, hein, ça vous fait passer par 3 étapes. Oui. Maintenant, on l'a simplifié, c'est une seule étape. Hein. En tout cas, il y a ce que nous appelons la responsabilité professionnelle et décennale. Lorsque vous êtes professionnel et vous posez des actes, vous êtes responsable de la qualité des actes que vous posez. Et si ça crée des torts, ça crée des préjudices à des tiers, vous allez en répondre devant la loi. Alors, les autorités ou bien le gouvernement a pris soin maintenant de mettre les géomètres devant leurs responsabilités. Si vous allez établir un plan parcellaire sur un terrain, vous devez le faire en toute professionnalité. Vous n'avez plus besoin de faire tous ces tours-là avant de satisfaire les gens. Ça veut dire que quand le géomètre établit un plan parcellaire aujourd'hui, il va à un guichet unique, au guichet foncier unique, il dépose et vous dit... C'est au niveau de l'OTR, exactement. Oui, au niveau de l'OTR. Tous les agents des services qui interviennent dans l'établissement des 3 tampons sont là-bas. On fait passer rapidement, en 3 jours, vous savez, si votre plan est bon ou est mauvais. Et chaque institution met ses remarques là-dessus. Et au finish, vous vous en tirez bien. Vous enclenchez en même temps la procédure d'immatriculation. Est-ce que vous voyez? C'est ça la nouvelle procédure. Ça simplifie les choses, ça réduit le temps et le coût. Est-ce que vous voyez? Tout à fait. Donc 3 tampons en fait ne confèrent pas un titre de propriété, mais c'est une présomption de titre. Vous prétendez que vous avez un droit sur la chose. Donc vous démarrez, ça c'est une présomption. À partir de cette présomption-là, vous pouvez enclencher les procédures pour prouver réellement que vous êtes propriétaire. Oui, merci monsieur le directeur. Mais pour terminer, parce que nous sommes talonnés par le temps, comment peut-on expliquer le fait que 2 ou plusieurs individus réclament leur droit de propriété sur un même terrain avec les différents titres fonciers à l'appui? Madame Rachel. Oui, actuellement, je pense que cet état de cause est arrivé quand il n'y avait pas encore le guichet unique. Tout à fait. Et je pense que le guichet unique maintenant règle ce genre de problème, ce genre de difficultés. Et pour avoir plus de détails techniques, je pense que c'est le directeur de l'urbanisme de l'habitat. En effet. Oui, mais je vais juste ajouter cette question. Est-ce que ça, c'est pour les nouveaux acquéreurs qui ont droit à faire le guichet unique? Ceux qui étaient déjà dans le circuit, qui ont leurs 3 tampons, qu'est-ce qu'ils leur ont réservé? C'est-à-dire Ceux qui ont déjà il y en avait qui avaient fait 3 tampons avant que le guichet unique avant ne que soit... le nouveau code ne soit... Non, vous aviez demandé pourquoi on pourrait en arriver là, parce que des gens se réclament la propriété d'un même terrain. Non, Non, il revient. Isidore revient sur ma question d'antan. Oui. Est-ce que ça Pour demander à comprendre ces gens-là qui ont déjà 3 tampons à l'époque, Oui. avant le guichet unique. Non, la loi dit que vous pouvez continuer la procédure et l'achever d'ici 5 ans. Nous avons, depuis l'adoption de ce nouveau code, Oui, vous 2018. avez 5 ans pour Donc pouvoir... il ne reste que 3 ans. Alors là, bon entendeur, salut. Vous pouvez terminer ça et puis nous... Alors, c'est vrai, nous sommes talonnés par le temps. Il est 10h57 minutes.
Nous allons revenir dans nos prochaines émissions. Je voulais dire en même temps aux auditeurs que cette émission se passe les premiers samedis du mois. Et donc, le samedi prochain, le premier samedi du mois de mars, ça sera en Mina. Donc, mesdames, messieurs, nous finissons ici le tout premier numéro donc, de l'émission mensuelle Priorité aux fonciers, et l'émission sur les problèmes liés aux fonciers et le difficile accès aux femmes à la terre. C'est une initiative donc, de la Fondation Konrad Adenauer, en collaboration avec le réseau des journalistes du foncier dans le cadre du projet EO. Donc, le premier samedi du mois, je rappelle, du mois de mars, vous aurez cette émission avec Marcel Agbedekou en Mina, pour ceux-là qui n'arrivent pas à forcément nous appeler et nous poser des questions en français. Je suis Blanc Patrick D, accompagné techniquement par Roger Telou. Prochain numéro donc le premier samedi du mois. Merci de nous avoir suivis. Nous vous retrouvons le 6 mars prochain, toujours avec le même plaisir. Merci et à très bientôt. Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.